your window, baby, where the snow is falling down. There's a thick white blanket covering all of this town. Everyone is inside, they're getting ready to eat. By the table, I keep one empty seat. For you're not here, what can I do? It's another Christmas time without you. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends avec mon téléphone dans le plus improbable des angles parce que j'ai tout simplement la grosse flemme de sortir mes spots de lumière et qu'il fait un temps exécrable dehors et qu'avec mon appareil photo on serait juste dans le noir total. Donc j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui sera, je l'espère, un petit vlog de l'Avent. Je ne sais pas si ça se voit mais derrière moi j'ai passé mes bibliothèques en mode hiver pour la toute première fois depuis que je les ai, donc c'est-à-dire 2015, puisque cette année c'est un petit peu compliqué pour moi en ce fin 2021. Je ne travaille pas jusqu'à début janvier. Je ne reviendrai pas sur ce... Voilà, je vous donne l'info, comme ça vous ne serez pas étonnés de voir que je peux passer ma journée à me lever à midi, à faire de la pâtisserie, à aller me promener sans jamais vous parler de travail. C'est normal, je n'y suis pas jusqu'en janvier. Et on referme du coup cette petite parenthèse si vous le voulez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie d'attaquer ce vlog, mais que j'ai la flemme de sortir l'artillerie lourde pour vous parler vraiment de toutes mes lectures du début du Cold Winter, puisque pour l'instant j'en suis déjà à la 3e, ce qui est pas trop mal, hein, franchement. Vous n'avez pas encore vu de pile à lire à ce propos sur la chaîne pour la simple et bonne raison que je comptais en faire une, et puis finalement ça m'est très vite passé. Ce que je ferais, c'est que a posteriori, en fonction des thématiques, en fonction de ce que j'aurais pu retirer de chaque lecture, j'essaierai de les caler dans les menus et sous-catégories différentes du Cold Winter pour le compléter, mais ce sera un peu à rebours. C'est-à-dire que pour la première année depuis que je participe au challenge, j'ai pas envie de créer une palle vraiment fixe et stricte avec des menus à suivre. J'ai plutôt envie de lire ce qui me fait plaisir sur l'instant et de voir comment est-ce que je peux les faire entrer en résonance avec les directives créées par Laure de la chaîne de l'Enluminé. Et là vous me voyez pas du tout coiffée, c'est parce que je dois sortir pour faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros j'ai refait un peu de tri ce matin dans mes bibliothèques, dans les piles de livres qui sont à côté de moi, qui oscillent entre ce que je dois mettre en vente sur Vinted, ce que j'aimerais vendre chez Gibert et ce que je dois déposer en boîte à livres. Donc j'ai refait encore tout un truc. J'ai préparé 2 cartons qui partiront chez Gibert, soit demain, soit après-demain, en fonction de quand j'aurai mes papiers à coller sur les cartons. Et puis j'ai préparé une bonne pile dans l'entrée qui doit partir en boîte à livres. Donc je vais mettre tout ça dans mon gros sac à dos et dans un tote bag. Je vais les emmener et puis je reviendrai après. Mais comme il fait hyper froid et hyper moche dehors, je vais y aller avec le snood, je vais y aller avec le bonnet, avec le casque pour écouter mon livre audio, puisque je suis à fond dans le 2e tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et forcément c'est un indispensable si je veux connaître la suite des aventures et péripéties qui attendent Fitz. Et puis je crois que vous avez une bonne idée de ce qui se profile. Une fois que je serai revenue, je vais refaire une petite session bouquinage et ce soir je vais dîner avec des copines, et si on est motivé, qu'il fait pas trop moche dehors, on va aller voir les illuminations au jardin des plantes. Donc avec un peu de chance vous verrez ça. Et puis je vous retrouverai sans doute demain pour faire un point tranquille sur le challenge, sur ce que je lis, ce que je regarde, ce à quoi je joue en ce moment. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à plus tard et prenez soin de vous. Ciao ciao. I wanna hold you so close, never ever let go. We'll go walking and play around in the snow. We'll watch the sun go down and then the moon appear.
just one little thing. It's something only angels can bring. Hey coucou vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 8 décembre, il est 10h20. Je suis armée de mon petit thé détox au citron qui sent hyper bon dans ma tasse de Noël Maison du Monde. Et comme promis, j'ai un peu plus de temps dans mon pyjama de Noël. J'ai même sorti les boucles d'oreilles assorties, histoire d'être vraiment dans le thème, dans l'ambiance que j'avais envie d'instaurer dans ces vlogs. Et comme j'ai plus de temps et d'énergie qu'hier, eh bien je me suis dit que c'était l'occasion de faire ce fameux point sur mes premières lectures pour le Cold Winter Challenge. Et on va commencer dans l'ordre tout à fait chronologique, puisque la première lecture qui a ouvert les hostilités, il s'agit de Deux fleurs en hiver. C'est un roman écrit par Delphine Pessin, c'est publié aux éditions Didier Jeunesse. Et c'est un livre qui traînait dans ma pile à lire depuis très longtemps et que je suis ravie d'avoir découvert et d'avoir sorti, exhumé de la tombe que représente ma bibliothèque pour certains livres. Et en gros, dans cette histoire, on va suivre Capucine qui a 17 ans, je crois, et qui fait un stage dans un EHPAD pour sa formation. Et c'est un peu le stage de la dernière chance parce qu'elle s'est lancée dans des études de soins à la personne et dans le social. Et à la base, elle avait fait un premier stage dans le monde du travail avec des enfants et ça s'est hyper mal passé. Elle s'est rendue compte à quel point c'était pas du tout pour elle. Et en gros, la deuxième option qui s'ouvre spontanément devant elle, c'est plutôt les personnes âgées. Donc c'est pour ça qu'elle va se retrouver dans un EHPAD et sa route va croiser celle de nombreux pensionnaires mais aussi de personnel soignant. Et parmi toute cette foule se trouve Violette, qui est une femme qui vient d'arriver dans l'EHPAD et qui n'est pas forcément ravie d'être là, qui se laisse un petit peu dépérir. Et la rencontre entre ces deux fleurs, puisque Capucine et Violette c'est des noms de fleurs, je vous apprends rien, d'où le titre, ah bah tout s'explique, et bien va tout changer pour l'une comme pour l'autre, puisque Capucine porte un deuil très difficile, qui la met très en colère, qui la coupe un peu de tout le monde, et pour autant elle essaie tout le temps de se donner à fond, d'être la plus solaire, la plus souriante possible, mais c'est compliqué à la maison avec son père. Bref, il y a plein d'éléments qui virevoltent dans cette courte histoire, hein, parce qu'en soi ça va très vite, je l'ai dévoré en un après-midi, et c'est si bien écrit, et c'est si tendre, et c'est si réaliste, c'est-à-dire que je trouve que l'autrice a vraiment réussi le tour de force d'à la fois nous proposer un récit tendre avec des personnages qui sont émouvants, qui sont tangibles, le tout sans fioritures, sans, comment dire, vous voyez, ces bons sentiments un peu niais parfois qui enlèvent du réalisme. Là on est vraiment dans la réalité concrète de ce métier, avec tout ce que ça peut impliquer parfois de coups bas, de difficultés au quotidien, entre les sous-effectifs, entre les cadences infernales, la fatigue, l'agacement qui peut en résulter et l'envie en même temps de prendre soin des pensionnaires. Et pour eux, pensionnaires, cette espèce d'entre-deux, entre je retournerai sans doute plus jamais chez moi mais j'ai pas pour autant envie de me laisser mourir. Il y a énormément de bonnes choses dans cette histoire. Je trouve que c'est un roman dont on n'a absolument pas entendu parler et qui mérite pourtant clairement d'être davantage connu parce que l'écriture est maîtrisée, le contexte est savamment dosé. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Il y a du réalisme, il y a de la dénonciation, le tout avec des sentiments, avec une évolution personnelle de chacun et chacune. Bref, c'est émouvant, c'est chouette. En un mot, je vais pas tourner autour du pot. C'est une excellente lecture qui m'a surprise en bien. Et si vous aimez un petit peu ces ambiances, à la hache tendre de Clémentine Beauvais mais en moins loufoque, je trouve que ce récit a les pieds ancré dans le sol sans que ça n'enlève rien à sa poésie, à sa tendresse, à son côté vraiment cocon un peu préservé. Donc en gros, si vous avez aimé Hache tendre de Clémentine Beauvais, qui se passe aussi dans un établissement qui prend soin de personnes âgées, que vous avez aimé par exemple Ne m'oublie pas, le roman graphique sur cette fille qui entreprend un road trip avec sa grand-mère, si vous avez aimé Suzette de Fabien Toulmé, bref, si vous êtes friand de duos intergénérationnels sur fond de problématiques sociales, le tout matiné avec beaucoup de tendresse et d'émotion, vous allez aimer Deux fleurs en hiver. Et pour commencer le Cold Winter Challenge, je trouve que c'était parfait.
Forte de cette première excavation réussie dans ma pile à lire, je me suis lancée dans une autre relique qui n'est autre que L'Hôtel de la Dernière Chance, écrit par Nikki Thornton et publié aux éditions Michel Lafon, qui raconte l'histoire de Seth, un marmiton qui a perdu ses parents, qui vit dans un hôtel paumé au fin fond de bois hyper lugubre et qui est malmené par ses patrons qui le traitent vraiment hyper mal, mais rien comparé à leur fille Tiffany qui étudie dans une prestigieuse école de cuisine alors que visiblement elle a l'air tout simplement nulle. Elle se sert de Seth, elle l'exploite pour asseoir ses talents auprès des clients, de ses parents, bref, elle est horrible, c'est une personne détestable et tyrannique qui lui pourrit la vie à chaque fois qu'elle revient de son internat. Et le tout va commencer à changer quand de nombreux invités vont débarquer et on comprend pas exactement pourquoi. En gros, il y a un dîner qui est organisé avec une espèce d'épreuve secrète, mais on comprend pas vraiment pourquoi. Mais il va y avoir un mort pile poil pendant ce fameux repas et tout va accuser ce pauvre Seth qui n'y est strictement pour rien. Et il va mener l'enquête avec d'autres personnages pour essayer de découvrir le fin mot de cette histoire. Et décidément ça entérine le fait que je n'aime pas les récits d'enquête, je n'aime pas les cozy mystery, ce n'est pas du tout pour moi, je n'aime pas le policier, je n'aime pas les histoires de meurtre et de savoir qui a fait le coup et de disséquer chaque indice et de revivre la scène encore et encore et encore de différents points de vue, sous de multiples angles, bref, j'ai trouvé ça ennuyeux, alors que pourtant il y a des pointes de magie, et je vous spoile pas parce que c'est clairement dit dans la quatrième de couverture, qui sont intéressantes, mais rien n'est assez exploité, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a survolé tout un tas de choses, c'est-à-dire que les actions sont précipitées, et pourtant pendant 95% de l'histoire, je me suis ennuyée fermement. C'est-à-dire que je devais me motiver à me dire ok, c'est des chapitres ultra courts, donc vas-y Alexandra, mets-toi un coup de pied aux fesses et termine-le qu'on n'en parle plus. Je me suis vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça poussif, tout simplement parce que c'est pas du tout mon univers, mais si vous aimez les cozy mystery, si vous aimez la jeunesse, si vous aimez cette ambiance de huis clos, avec des personnages un peu à la Agatha Christie, mais version middle grade, vous pouvez tenter. Moi ça l'a pas du tout fait parce que c'est pas mon univers de prédilection. Et j'en garderai pas un souvenir ému, c'est le premier tome d'une trilogie, vous pensez bien que je ne lirai pas la suite. Pour poursuivre cet ascenseur émotionnel, j'ai aussi lu 2 mangas dans le cadre de mon challenge. Le premier c'est De l'autre côté de l'horizon et l'autre L'île aux escaliers. C'est 2 titres qui sont parus dans la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam, donc la maison d'édition dans laquelle je travaille, mais j'avais jamais pris le temps de les lire. Et autant j'ai pas aimé L'île aux escaliers parce que en gros, c'est l'histoire d'une île avec un immense escalier qui semble ne jamais avoir de fin et tous les habitants, qui sont donc à peu près 2000 je crois, arrivent là sans savoir comment ni pourquoi et en gros la vie y est douce sauf que à chaque fois qu'ils arrivent, on va leur expliquer qu'ils ont oublié quelque chose et que le jour où ils remettront le doigt dessus et qu'ils se présenteront à un point spécial de l'île en disant bah voilà je me souviens, j'avais oublié telle chose, ils pourront quitter cet endroit, mais en attendant ils vivent une vie paisible dans cette ambiance très calme où tous leurs besoins sont satisfaits et en gros le tout serait chapeauté par une sorcière mais que personne n'a jamais vu, on sait pas si c'est des racontars, si c'est vrai, bref c'est très flou et en gros j'ai trouvé les dessins magnifiques, j'ai trouvé cette ambiance très mystérieuse, c'est assez envoûtant et on a envie d'en savoir plus, mais par contre il y a ce défaut qu'on peut retrouver dans pas mal de mangas qui est on ressasse constamment les mêmes pensées et on va vous expliquer 40 fois la même chose et chaque personnage qu'on va vous présenter ressent la même chose avec une petite variation mais globalement c'est constamment, systématiquement, radicalement et ennuyeusement identique. C'est-à-dire que j'ai lu 192 pages où on m'a expliqué constamment que « Ah, je ne me souviens pas, mais j'aimerais sortir. Ah, j'aimerais sortir mon épingle du jeu. Ah, mais en même temps, c'est douillet ici. Ah, mais en même temps, j'ai pas les épaules pour. Oh, je ne sais pas. Ah, tous ces doutes m'assaillent. » Et bref, j'ai trouvé ça un peu trop plein d'atermoiements
pour être pleinement satisfaisant, donc je ne pense pas lire la suite, mais si vous aimez ces ambiances un peu entêtantes, avec un mystère sur fond de... pas, on sait pas, surnaturel, pas surnaturel, bref, il y a une héroïne qui arrive et qui est bien décidée à quitter cette île et qui va du coup redynamiser un peu tous les gens qui se sont laissés bercer par le quotidien un peu douillet, un peu facile, dans lequel il se passe jamais rien de fondamentalement bien, mais où aucun malheur ne semble les frapper. Donc si vous aimez ces éléments-là, ça peut carrément vous plaire. Moi j'ai trouvé ça trop ronronnant et trop rébarbatif pour être convaincant, mais c'est très personnel. Par contre, j'ai adoré De l'autre côté de l'horizon, qui raconte l'histoire de Miyaki, un employé de bureau au bout du rouleau, c'est-à-dire que ça fait des années, des mois, qu'il passe son temps à faire des horaires horrible, qui passe son temps à bosser le week-end, il prend des cachets pour essayer de tenir le coup jusqu'au jour où il va tomber d'inanition dans les transports en commun, ce qui va être un peu un électrochoc pour lui, et il va décider de quitter son job, et pendant qu'il en parle avec ses amis autour d'une bonne pinte, où ils sont tous là, mais heureusement ça fait des lustres qu'on te dit qu'il fallait que tu quittes ce rythme infernal, l'un d'eux va lui expliquer que sur son île natale, le bureau de poste a fermé et que les habitants se sont organisés pour créer une sorte de relais postal qui sera géré intégralement par la commune, par la communauté, pour pallier cette absence de service pourtant très important, et il cherche un directeur pour ce relais postal, et Miyake va se rendre là-bas en plaquant tout, en se disant c'est un test, je ne sais pas du tout si ça va me plaire, si la vie est loin de ma famille, loin de mes amis, loin de l'agitation de Tokyo, peut me convenir ou pas. Donc il va débarquer là-bas, il va être nourri, logé, ça va être le début de sa rencontre avec les insulaires, ça va être la prise en main d'un poste qui pourrait peut-être lui convenir ou pas. Et bref, c'est juste doux, c'est juste tendre, et on mange et on papote, et c'est un récit tranche de vie comme je les aime, et ça par le coup c'est une série que je vais suivre avec attention. J'ai pris beaucoup de plaisir à me plonger dans cette île aux côtés de Miyake, et si vous cherchez quelque chose de doux, d'émouvant, de tendre, de solaire, de réconfortant, de l'autre côté de l'horizon se pose là. Et avec tout ça, on est presque à jour sur l'avancée de mon challenge. Il ne me reste qu'à vous présenter la lecture que j'ai attaquée, qui n'est autre que Winter House Hotel, écrite par Ben Getterson et publiée chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Et je n'en suis qu'aux prémices, hein, je vais pas vous mentir, j'ai lu 47 pages très exactement, mais je sens que si ça continue dans cette voie, ça va être un coup de cœur. Pour l'instant en tout cas je me régale, cette entrée en matière, cette mise en bouche est tout à fait à mon goût, puisqu'on va suivre Elisabeth, une gamine qui vit chez son oncle et sa tante, qui ont des problèmes d'argent, qui n'ont pas l'air d'être les personnes les plus sympathiques du monde, et qui vont se barrer en vacances de Noël 3 semaines sans l'emmener, et quand elle va rentrer de l'école, elle va trouver porte close, avec juste un mot placardé sur la porte à double battant à l'extérieur, qui lui dit « Tiens, voilà 3 $, et en gros tu vas aller devoir prendre tel train à telle heure et tel car à tel endroit pour te retrouver à Winter House Hotel, parce que on fait Noël sans toi, qu'on t'emmène pas, et débrouille-toi coco ». Donc Elisabeth est un petit peu désemparée, mais n'a pas grand chose d'autre à faire, donc elle va entreprendre ce voyage, et j'en suis juste à son arrivée dans cette étrange structure. Mais comment vous dire que déjà Elisabeth adore lire, et son livre favori n'est autre que, je vous le donne en mille, Anne et la maison au pignon vert. Ça ne pouvait que bien commencer. Il y a des références à Mary Poppins, au Royaume du Nord. Quand elle arrive dans cet hôtel, il y a une immense table avec un puzzle géant de 35 000 pièces qui est là depuis 2 ans en cours de construction, et bref, vous avez des chocolats chauds, vous avez un hôtel paumé, vous avez une héroïne qui aime lire, qui aime Anne de Green Gables, bref. Tous les signaux sont au vert pour l'instant, et je peux pas tellement vous dire d'autres choses sur ce récit parce que je sais pas du tout dans quelle direction ça va partir. Est-ce qu'il va y avoir du surnaturel, de la magie ou pas? Est-ce que ça va être positif ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des mystères? Est-ce qu'il va y avoir d'autres enfants? J'en sais rien, j'en sais strictement rien, mais pour l'instant ça part hyper bien. Et puis alors pour la période, c'est idéal. Je crois qu'il y a 3 tomes, j'ai le premier, j'ai le deuxième dans ma pile à lire qui attend, et en général de toute façon la collection Wiz, depuis que je suis ado, depuis que je suis gamine, c'est souvent des valeurs sûres, c'est souvent des découvertes qui sortent un peu de nulle part que j'aime énormément, donc pour l'instant ça part hyper bien.
Là, niveau Cold Winter Challenge, on est à jour, on est d'équerre. Je pense que vous avez toutes les clés en main pour savoir où j'en suis, dans quelle ambiance j'ai envie de me plonger en ce moment. Et juste pour être totalement exhaustive dans mes lectures en cours, j'ai 2 autres titres à simplement mentionner, à commencer par ma lecture audio du moment, puisque vous savez, je pense, je commence assez à vous embêter avec ça, que je suis passionnée par les livres audio et qu'il m'en faut toujours un en cours. Donc celui du moment, c'est le tome 2 de L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est un pur bonheur, un pur moment de satisfaction. Le narrateur est tellement doué qu'il me fait passer ses briques, mais avec tellement d'allant et d'entrain, et je pense sincèrement que si je les avais découverts en version papier, j'aurais trouvé ça peut-être un petit peu trop long, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup d'instants, de pauses où on va vous raconter des pans de l'histoire, des pans vraiment très, pas anecdotiques, mais en tout cas qui construisent ce royaume, qui construisent la cartographie, qui construisent l'histoire des 6 duchés. Et vraiment, je pense que si quelqu'un n'avait pas été là pour me les lire avec fougue, avec chaleur, avec talent, bref, comme juste le plaisir de retrouver un conteur au coin du feu qui va vous raconter une histoire à demi-mot, ben ça aurait eu beaucoup moins d'attrait à mes yeux. Mais là, je me régale, je suis des aventures de Fitz presque religieusement. Là, je crois que j'en suis au chapitre 12 du 2e tome, donc je crois 12 sur 15 ou 16, donc je suis presque au bout, même si chaque chapitre dure 1 heure en version audio. Hier j'ai marché 2h40 par exemple, puisque je vous disais, si j'ai conservé les clips que j'ai tournés hier, parce que je suis coiffée comme un dessous de bras et je suis blanche comme pas possible, et bref, je sais pas si je les ai conservés, mais si vous les avez vus, vous savez que je suis allée dîner avec des amis, et c'était dans le 2e arrondissement, j'y suis allée à pied, donc c'était 1h20, et je suis revenue à pied 1h20, et j'étais assez fière parce qu'il pleuvait, il faisait froid, il faisait nuit, j'étais pas hyper motivée, mais encore une fois, avec un livre audio et un peu de détermination, ça passe tout seul, c'était un super moment. Et le soir, sur ma liseuse, pour m'endormir, je me suis lancée dans Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, qui est donc le 4e tome de Akotar, Un palais d'épines et de roses. Et on suit les personnages de Nesta, Cassian, Azriel, Mor et les autres. Pour l'instant, j'ai lu quoi, une 60aine de pages, un peu plus, et j'arrive pas trop à rentrer dedans, ça m'embarque pas comme les 3,5 premiers, donc je sais pas si c'est dû au changement de perspective, puisqu'on ne suit plus Fer, on suit sa sœur. Je sais pas si c'est dû à ça, ou si j'ai lu la trilogie il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus. Enfin en tout cas ça commence à remonter. Est-ce que je me suis lassée? Est-ce que c'est juste le temps de me remettre en jambes? Est-ce que voilà, pour l'instant je sais pas. C'est juste beaucoup moins embarquant que ce à quoi je m'étais préparée. Et puis ben voilà, vous savez à peu près tout de ce qui m'occupe en ce moment. Comme je vous l'ai dit, je ne travaille pas jusqu'au 6 janvier. Et le maître mot, c'est du calme, de la douceur. Je veux que ma vie soit un chamallow et un chocolat chaud en ce moment. Donc niveau lecture, on est à jour. Niveau film et série, j'ai pas grand chose à vous dire parce que je suis allée voir Encanto le jour de sa sortie, donc le dernier Disney. J'en parlerai pas trop ici parce que j'ai bien aimé, mais c'est pas mon Disney préféré, et surtout j'ai eu un vrai problème avec les musiques, j'en ai aimé une sur toutes, mais comme je l'ai vu en version française, je sais pas si c'est juste dû à la traduction qui rend le tout un peu bancal, un peu dissonant, ou si c'est juste le style qui fait que, donc je pense que je retournerai le voir en version originale, histoire de vraiment juger l'œuvre dans sa forme d'origine, histoire de voir ce que j'en pense, mais en tout cas j'ai vu ça, et puis sinon c'est à peu près tout parce que il y a 0 nouveauté puisque je suis en boucle dans Julie and the Phantoms, et si vous me suivez sur Instagram vous allez vous dire oh mon dieu, pas encore, pitié. Et je pense à mes amis qui regardent mes vidéos qui doivent se dire mais on n'en peut plus, arrête de nous en parler, parce que c'est une série que j'avais découverte l'année dernière et là j'avais besoin d'un peu de retour aux sources. Vous voyez ces moments où vous sentez que ça va pas trop et que vous devez vous retourner uniquement vers des valeurs sûres. Et moi j'ai un peu ce côté obsessionnel où quand ça va vraiment pas et que j'ai besoin de valeurs sûres, tant que je m'en lasse pas, je peux les consommer en boucle. Et quand j'étais ado par exemple, je pouvais regarder Moulin Rouge tous les soirs de la semaine pendant 15 jours sans me lasser. Et donc j'ai retrouvé ce côté un peu monomaniaque avec Julie and the Phantoms. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une série qui met en scène Julie, une ado qui a perdu sa maman il y a 1 an et qui depuis n'arrive plus à chanter, n'arrive plus à toucher le moindre instrument, alors que c'était vraiment sa vie, sa passion, mais elle l'a partagée avec sa mère, elles écrivaient des chansons ensemble, etc. Du coup, depuis que sa mère est partie,
elle n'arrive plus, c'est juste impossible, c'est trop douloureux. Et elle va se faire virer du programme de musique de son école parce que quand elle ne peut plus rien produire, elle ne mérite plus sa place, donc elle est kickée du programme. Et un jour, elle va trouver une vieille compile, un vieil album dans les affaires de sa mère puisque son père veut déménager, donc faut faire du tri dans ce studio garage qui leur servait de lieu de création à toutes les deux. Et donc, en commençant à fouiller dans des coffres, elle va tomber sur un CD de Sunset Curve, qu'elle connaît pas, elle va le lancer et dès les premières notes vont surgir devant elle les membres du groupe Sunset Curve, donc Reggie, Alex et Luke, qui sont 3 ados qui sont morts dans les années 90, juste avant de donner un concert qui aurait pu changer leur vie. Et donc tous ces personnages vont se télescoper dans le garage où il y a plein d'instruments, où il y a beaucoup de souvenirs, et je ne vous en dis pas bien plus, mais ça va être le retour de Julie à la musique, accompagnée par ces 3 garçons qui sont du coup des fantômes et qui comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont revenus à la vie après 25 ans d'absence. Bref, c'est génialissime, les musiques sont hyper cool, et si vous avez envie d'une dynamique de groupe très tendre avec des petites vannes qui pulsent et en même temps où chacun essaie de se tirer vers le haut, où on va toujours s'épauler, s'accompagner pour essayer de se donner à fond et de se soutenir, bref c'est génial, j'adore cette série. Le drame c'est qu'il n'y a que 9 épisodes à la première saison qui dure une trentaine de minutes, vous pouvez la poncer rapidement. Par contre, il n'y a pas de saison 2 annoncée, ça fait plus d'1 an que la série est sortie. Donc ça sent un peu le pâté, comme on dit, et je suis très triste parce que j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe après ce dernier épisode qui est quand même assez... pas frustrant, au point où vous avez envie de vous arracher les cheveux en vous disant « Mon Dieu, mais si j'ai pas de suite, la vie n'a pas de sens », mais où il y a quand même plein d'éléments qu'on aimerait voir développer et aboutir dans une suite qui ne verra sans doute jamais le jour. Mais voilà, vous savez que je suis à fond là-dedans, je me suis déjà revue 4 fois en 15 jours la saison 1. Là je pense que ça y est, j'en suis sortie, 4 fois c'était suffisant pour me passer cette fringale. Donc voilà, vous voyez que j'ai envie de réconfort, que j'ai envie de m'enfermer dans une bulle de douceur et du coup dans cette même lignée, dans cette même mouvance, j'ai suivi les conseils d'une de mes collègues avec qui on parlait de choses et d'autres et je sais pas pourquoi, on en est venu à parler de Pokémon. Et je lui ai servi mon vieux discours de vieille réac qui disait que passé la 2e génération, pour moi les Pokémon n'existaient plus, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait après, je m'en suis totalement désintéressée. À mes yeux, ça n'existait pas parce que rien ne pouvait être mieux que ce qui a bercé mon enfance. Vous voyez un peu ce discours puant de personne qui ne se remettra jamais en question. Sauf que ma collègue m'a dit oui mais non, mais je te connais, je connais tes goûts et je sais que Pokémon épée ou Pokémon bouclier, je crois que c'était le pendant, peut carrément te plaire parce que tu peux faire ci, tu peux faire ça et tu te balades et c'est hyper réconfortant et je pense que tu vas adorer. Du coup, je me suis procuré Pokémon épée après avoir farfouillé un peu effectivement. Ça peut tout à fait me plaire et je l'ai reçu il y a quoi, il y a une dizaine de jours, mais je m'interdisais de le lancer tant que j'avais pas de grosse plage horaire à y consacrer et là vu que mon champ s'est drastiquement libéré depuis la semaine dernière, je me dis que ça va être le moment de me lancer. Donc je vous donnerai des updates je pense sur cette petite chose si ça vous intéresse. Et j'ai déjà beaucoup trop parlé pour ce clip, moi qui avais peur de n'avoir que des inserts à vous montrer. Je pense que je me suis largement rattrapée. J'espère sincèrement que vous allez bien et je vous retrouverai plus tard, peut-être à un moment coiffée, maquillée, portant autre chose qu'un pyjama de Noël acheté chez Primark. Et je m'en vais prendre mon petit déjeuner tardivement accompagnée de Winter House Hotel et je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Look out your window, baby, where the snow is falling down. There's a thick white blanket covering all of this town. Everyone is inside, they're getting ready to eat. By the table, I keep one empty seat. For you're not here, what can I do?
another Christmas time without you. I wanna hold you so close, never ever let go. We'll go walking and play around in the snow. Watch the sun go down, and then the moon appear. We'll eat mince pies and drink red wine and beer. Then we'll cuddle closer like we just love to do. Oh baby, I wanna spend Christmas time with you. Christmas time with you. I want Christmas time with you. I ask Father Christmas now for just one little thing. It's something only angels can bring. To see you walk on in here now, through that creaky old door. I couldn't want for anything more. It would stop me feeling sad, hurting and blue. Hey, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une suite de vlogs, sachant que je vous récupère mardi 18 janvier, 11h30, soit plus de pratiquement un mois après le dernier clip. J'espère en tout cas que vous allez bien. Pour vous tenir un petit peu au courant et quand même vous expliquer ce qu'il en est, au tout début de ce vlog je vous disais à demi-mot que je ne travaillais pas jusqu'à début janvier parce que j'ai fait un burn-out, voilà. Un burn-out bien sévère qui a commencé à vraiment se déclarer courant novembre, où là j'ai eu tous les signaux d'alerte qui me montraient que je ne pouvais absolument plus continuer comme je l'étais. C'est-à-dire que depuis un mois, j'avais la paupière droite qui ne cessait de tressauter en permanence, les insomnies qui continuaient, les crises d'angoisse nocturne, les crises de pleurs, les crises d'agacement, enfin bon bref, j'avais vraiment tout un florilège de trucs hyper chouettes. J'avais laissé un peu traîner et là où j'ai tiré la sonnette d'alarme, c'est que j'ai commencé à avoir des battements de cœur hyper irréguliers, à faire de la tachycardie, à avoir des coups dans la poitrine et la poitrine comprimée encore plus que d'habitude. Donc déjà là ça m'a vraiment fait flipper. Je suis allée chez le médecin et il m'a arrêtée, il m'a prescrit un traitement médicamenteux. Et quand j'ai commencé ce vlog, je venais tout juste d'être arrêtée, je venais tout juste d'avoir ce rendez-vous et j'étais encore sur cette espèce de fin d'énergie que j'avais imputée du coup quand même à mes semaines pour continuer à aller au travail, pour arriver à faire des trucs. Et après le dernier clip, toute cette énergie, cette pression, cette espèce de sursaut de vie, c'est totalement cassé la gueule, évaporé, j'étais plus bonne à rien, donc j'ai juste décidé de pas m'infliger la moindre source de stress ou de pression si on veut, en me disant faut que je produise du contenu, puis il faut que j'ai l'air à peu près heureuse et à peu près d'équerre, et c'était juste pas possible. Donc je me suis dit laisse tomber, profite pour essayer de te recentrer un petit peu sur l'essentiel et de me retrouver, parce que mine de rien, pour celles et ceux qui ont déjà fait un burn-out, je pense que l'un des trucs les plus difficiles c'est de ne pas se reconnaître en fait, de se dire ok je suis devenue cette personne fade, cette personne vide à l'intérieur, parce que on n'a même plus l'énergie d'avoir des rêves, d'avoir des envies, d'avoir des aspirations, on n'a plus l'énergie de faire même les choses qui nous plaisent, qui nous définissent habituellement. J'avais l'impression d'être une coquille vide qui passait son temps à s'énerver, à pleurer, à regarder dans le vague et à dire ouais en fait je sais juste plus où j'en suis, je sais plus ce que j'attends de l'existence. Et ça a été un peu compliqué. Donc vous avez eu quelques inserts de moi en train de faire du puzzle, de passer Noël à Toulon en famille, près de la mer, pour me changer les idées. Ça m'a fait un bien fou. Je vais essayer de tout mettre en place pour pas retomber dans mes vieux travers et je suis ravie de vous retrouver. J'ai commencé à remettre quelques petits pas sur Instagram où je vous ai expliqué qu'en 2022 je voulais
lâcher prise parce que j'en ai marre de cette injonction permanente au bonheur, à la performance, il faut toujours être à fond, mais que ce soit dans son boulot, dans sa vie de famille, dans son couple et en même temps avec soi-même. Faut toujours avoir des rêves, faut toujours avoir des envies, faut toujours avoir envie de se dépasser, de faire mieux, de chercher la nouveauté, des concepts dingues, surtout quand on est créatrice de contenu où on a toujours envie de se dire faut que je sois au niveau des autres, il faut que j'essaie d'être régulier, il faut que j'essaie de machin. Calmons-nous. Prenons le temps de respirer. Je pense qu'il faut qu'on se foute la paix, qu'on se lâche la grappe. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'avais envie de vous en parler, je sais que le burn-out c'est un peu compliqué, j'ai des collègues qui regardent des vidéos, j'ai de potentiels futurs recruteurs, si un jour je veux changer d'entreprise, c'est un petit milieu l'édition, donc j'ai eu un peu peur et je me suis dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partager sur les réseaux le fait que tu as craqué parce que le burn-out c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment tu t'es effondré, tu as craqué, est-ce que tu as envie d'exposer cette part de vulnérabilité ? Et la réponse c'est oui. Après tout, je vous parle de mes insomnies, je vous parle de mes doutes, on parle, j'essaie d'être assez franche avec vous dans mes vlogs, dans mon contenu, donc j'ai pas envie de masquer ça. J'ai fait un burn-out, so what, ça va mieux. Donc autant en profiter, et maintenant que cette immense parenthèse est terminée, on va pouvoir repasser à la lecture. Je vais au moins faire une espèce de continuité avec les derniers plans puisque du coup j'ai commencé à les remonter et j'ai vu que j'étais toujours dans Winter House Hotel que j'ai terminé depuis belle lurette et c'est assez drôle parce que j'étais très enthousiaste. Je vous expliquais qu'il y avait absolument tout ce qui fallait pour m'attirer, pour me dire que j'allais passer un super bon moment de lecture et au bout du compte, ça n'a pas été un mauvais moment parce que l'héroïne principale, Elisabeth, aime lire, elle va atterrir dans un hôtel entouré par les montagnes et la neige où les gens vont faire des puzzles, où elle va boire des chocolats chauds après une journée de luge, où il va y avoir une immense bibliothèque avec quelques mystères et donc bien entendu, il y a beaucoup d'éléments narratifs qui sont intéressants, mais fondamentalement il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué du sel. Déjà il m'a manqué je pense une vraie personnalité, une vraie incarnation dans le style que j'ai trouvé trop lisse, trop standardisé, trop dans les cases en fait, où il n'y a rien qui dépasse, où on peut pas se dire tiens ça c'est vraiment la patte, c'est vraiment un style reconnaissable. Non, c'était très normé, très sage, très lisse. Et au-delà de cette plume qui ne se démarque pas, la narration, l'intrigue, les rebondissements, c'était un petit peu pareil. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un excellent roman hivernal pour l'ambiance, pour l'environnement géographique, pour la situation initiale, qui est vraiment sympathique. Par contre, ça manque d'entrain, ça manque d'allant, ça manque de surprise, ça manque de nouveauté. C'est ronronnant, on se laisse porter en se disant ok, il y a un moment ça va décoller. Et jamais trop en fin de compte, et je trouve que ça se passe trop bien, trop rapidement et de façon trop smooth, trop fluide pour l'héroïne. La grande méchante de l'histoire, c'est pas non plus, on n'est pas sur un degré de Voldemort quoi, on est sur une intrigue très resserrée sur elle-même, c'est-à-dire que c'est un vase clos. C'est ce qui m'a, je pense, le plus gêné dans ce bouquin, c'est que c'est un vase clos, c'est un aquarium, vous voyez ces boules rondes d'aquarium où il n'y a pas un filet d'air qui dépasse, il n'y a pas une fantaisie et on reste vraiment dans cet univers et on se dit ok, ce qui se passe dans cet hôtel finalement n'impacte personne d'autre en dehors de nos protagonistes, ça n'a aucune incidence sur le reste du monde, sur le reste de l'univers. Du coup ça manquait clairement d'envergure. Et puisqu'on est dans le domaine des déceptions et histoire de clôturer un petit peu toutes les lectures dont je vous parlais dans ce vlog, je vous expliquais que j'étais en train de peiner sur Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, donc le tome 4 de Un palais d'épines et de roses. Et autant vous dire que je l'ai abandonné. Je crois que je suis allée quasiment jusqu'à 250-300 pages et rien à faire, j'étais pas intéressée, j'avais envie de claquer Nesta, donc la sœur de fer, l'héroïne qu'on suit dans les premiers volumes, parce qu'elle est insupportable, elle est toujours renfrognée, elle est glaciale et en même temps à l'intérieur elle ressasse constamment cette espèce d'aigreur et cette espèce de sentiment de solitude et d'incompréhension tellement adolescent et pénible. J'ai passé l'âge de m'apitoyer sur le sort de personnalité aussi caractérielle, aussi immature et irritante, vraiment c'est pas possible. Et en plus de ça, il se passe strictement
rien. De rien, de chez rien. On a l'impression que le reste de l'univers s'est mis sur pause. On va vous dire, ok, il y a possiblement quelque chose qui risquerait de déconner de ce côté-là. Mais alors, eux dans leur palais, il se passe rien. Ils sont là en train de se regarder en chien de faïence et l'autre est là en train de se dire « Ah mon dieu, mais la vie est si injuste et en même temps je voudrais m'ouvrir aux autres, mais c'est pas possible !» Dans une bibliothèque et c'est tout ce qui se passe et juste ils se regardent comme ça en se disant « il est beau gosse mais il m'énerve » et l'autre qui se dit « Ah, elle a tellement souffert et en même temps j'aimerais tellement qu'elle puisse s'ouvrir à moi parce que oh là là, je la désire !» En fait, c'est du réchauffé de ce qui avait bien fonctionné dans la dynamique du couple principal de la première trilogie, mais qui est plaqué. On retrouve les mêmes rouages, les mêmes réflexions, les mêmes schémas relationnels. Du coup, je ne vois aucun intérêt à cette lecture, donc ça m'a vraiment saoulée. J'ai essayé en me disant peut-être que c'est la remise en jambe et que ça va finir par enclencher la seconde, et jamais ça décolle. Et jamais on sort de ce schéma, donc non. J'ai dit stop, j'arrête la série ici, c'est plus du tout pour moi. Les scènes de sexe sont exactement les mêmes que dans le premier volume. Il n'y a aucun élément novateur par rapport aux 4 autres tomes qu'on s'est déjà farcis jusque-là, donc quel est l'intérêt? Je l'ai laissé tomber, je l'ai revendu, c'est pour ça que je peux vous montrer que la vignette puisque j'ai même plus le livre avec moi, donc clairement un palais d'épines et de roses, la saga s'arrête ici pour moi. Promis, je me suis pas changée en vieille chose aigrie depuis ces dernières semaines, c'est juste que ça a été un enchaînement de lectures pas très réjouissante, c'est pas grave. Par contre, quand je suis allée passer Noël à Toulon, je me suis dit vas-y, j'ai envie d'histoires de fin d'année, de neige, d'amour, de bons sentiments. Du coup, je me suis lancée dans Un Noël sans fin écrit par Christina Loren et publié chez Hugo Roman, qui suit l'histoire de Mayline, presque trentenaire, qui va passer toutes les fêtes de Noël, toutes les fêtes de fin d'année depuis qu'elle est gamine avec ses parents qui sont pourtant maintenant divorcés, dans un chalet qui est la propriété d'amis de la famille, d'amis d'université de ses parents, et donc ils vont tous se retrouver là avec les enfants, avec tout le monde, pour passer de bons moments ensemble. Ils ont plein de traditions, toutes plus réconfortantes les unes que les autres, sauf que cette année-là, ça va pas hyper bien se passer, et sur le retour, après avoir passé une semaine là-bas, Mayline et ses parents vont avoir un accident de voiture assez mortel, sauf que au lieu de mourir, elle va se réveiller une semaine avant, pile au moment où ils arrivent au chalet pour passer les vacances ensemble. Et au départ, elle va se demander mais comment c'est possible, je deviens folle, donc elle va essayer de comprendre, elle va tâtonner, et les premières fois ne vont pas être un succès puisque à chaque fois que le destin ou décide qu'elle a pas fait les choses comme il faut, elle va mourir de façon stupide, elle va glisser sur une plaque de verglas, il y a de la neige qui va lui tomber dessus depuis un arbre, bref, des morts stupides. Et c'est un peu Un jour sans fin rencontre Bridget Jones, le tout dans un chalet paumé dans les montagnes avec de la neige. Et cet aspect un peu surnaturel va très vite s'effacer au profit d'une romance, au profit d'une histoire de famille, au profit de cette exploration des non-dits, des liens entre tous ces individus qui se connaissent depuis des années et qui pour autant n'osent pas forcément toujours être parfaitement sincères les uns avec les autres. Donc c'est une très chouette histoire, je dis pas que ça révolutionne le jeu, mais par contre ça restera clairement l'une de mes romances de Noël favorite parce que elle était exactement ce que je lui demandais, ni plus ni moins. Un bon moment, c'était pas fade, c'était plutôt drôle, c'était très cucu, c'est sûr, c'est une romance de Noël, mais quand même délectable. Autre lecture plutôt drôle et savoureuse, mais de laquelle je suis ressortie beaucoup moins convaincue, il s'agit de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera, publié aux éditions J'ai lu, qui raconte l'histoire de Romy, une femme qui s'est fait plaquer de façon pas très agréable par Julien avec qui elle était fiancée, et 6 mois plus tard, quand elle pensait avoir bien digéré sa rupture, il va se passer quelque chose et Romy, elle va péter un câble et se dire ok, mais en fait j'étais beaucoup trop cool avec lui, je me suis juste effacée de sa vie et je lui ai lâché les baskets alors que quand même il a été un peu salaud avec moi. Du coup, elle retrouve une vieille clé de l'appartement de ce fameux Julien et elle décide d'aller lui pourrir la vie, de lui faire des petites blagues nulles du style remplacer son dentifrice par de la pâte de wasabi ou ce genre de choses, juste pour, vous voyez, lui pourrir le quotidien suffisamment pour pas qu'il soit 100% heureux sans pour autant se faire pincer et lui faire des trucs absolument horribles, genre tuer son chien ou que sais-je. Non, ça reste quand même bon enfant, on est dans une romance de Noël. Bref, le point de départ de cette histoire c'est ça, mais bien entendu ce n'est pas aussi simple puisque le fameux Julien n'est plus dans cet appartement depuis des mois, donc ces blagues atteignent une autre personne qui est
un père célibataire qui est plein de souffrances, qui semble très froid, et les deux vont finir par se rencontrer d'une façon ou d'une autre que je vous laisse découvrir. J'ai pas mal aimé l'histoire de manière globale du point de vue de Romy, parce qu'on alterne les chapitres entre Romy et ce fameux nouveau locataire. Et autant j'ai trouvé que Georgia Caldera maîtrisait plutôt bien ce personnage de femme qui essaie d'être forte, qui essaie d'être en accord avec ses convictions féministes, mais qui parfois se rend compte que c'est au détriment de son intériorité, où elle refoule beaucoup de choses et que ça ne lui rend pas nécessairement service. Par contre, les chapitres du point de vue du bonhomme, oh mon dieu de bon Dieu, vous voyez, l'homme torturé, seul, qui a que sa petite fille, qui arrive pas à reconnecter avec elle parce que son deuil est trop compliqué, blablabla. Bla bla. Bref, c'est dans le résumé, hein, je ne vous dévoile rien que vous ne saurez si vous ramassez ce livre dans les rayonnages de votre librairie. Mais pour autant, ça a bien fonctionné. Je dis pas que c'est extraordinaire parce que voilà, il y a cette narration un peu crispante, des aspects des personnages où vous vous dites c'est pas possible. Dans la vraie vie, c'est juste pas possible. Mais vous prenez ça comme un téléfilm de Noël et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Voilà donc pour les dernières lectures qui sentaient vraiment bon l'hiver, que j'avais envie d'inclure dans ce, à la base, vlog de l'Avent, qui a un peu eu un accident de trajectoire, mais quand même qui sent bon Noël. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais m'arrêter ici parce que je pense que c'est assez long. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que cette année 2022 vous trouve plutôt en forme, ou en tout cas que vous avez des projets qui vous enthousiasment, ou juste l'envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Moi je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année, quelles ont été vos lectures de Noël. Racontez-moi tout ça en commentaire. En attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Oh, Christmas, it's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions.